Bonjour à toutes et à tous. Il suffira d'une crise politique, économique et religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Votre vie durant, vous devez rester vigilante. Cette phrase de Simone de Beauvoir résonne dans nos cœurs encore plus aujourd'hui. Il me semblait important de rappeler l'essentiel avant d'introduire ce colloque, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, au-delà d'être une grande admiratrice de nos Simones célèbres, je suis gynécologue obstétricienne, Marie-France Oléric, au CHR de Metz-Thionville et présidente de l'association Donner des ailes à la santé. À ce titre, j'ai l'immense privilège d'introduire ce colloque et de pouvoir ainsi remercier notre hôte de la PHP, Madame Laetitia Buffet, la directrice générale adjointe. Alors, la préparation d'un colloque, c'est beaucoup de travail collectif, mais surtout beaucoup de belles rencontres, des amitiés qui se tissent, beaucoup de motivation et de détermination contagieuse. On apprend souvent plus des autres que ce que nous apprenons nous-mêmes et ce que nous apportons aux autres. Notre première édition de 2022, autour de la date symbolique de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, réunissait moins d'une centaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 inscrits et une trentaine de personnes en distanciel. Nous pourrons véritablement être satisfaits le jour où l'organisation d'un tel colloque sur le thème de l'égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les violences sexistes ou sexuelles au travail, et notamment dans le domaine qui nous concerne tous, la santé, sera devenue inutile, complètement dépassée. Je crains qu'entre l'acculturation lente du milieu de la santé et l'instabilité politique actuelle et future, nous ayons encore besoin des personnes de terrain pour continuer à faire bouger les lignes. Toute sensibilisation, voire prise de conscience, passe par des chiffres. C'est pourquoi Donner des ailes publie chaque année un baromètre Ipsos avec le soutien de Johnson & Johnson. Et cette année ne fait pas défaut. Pour rappel de notre méthodologie, pour ceux qui ne connaissent pas notre baromètre, on tire au sort 500 médecins, 250 médecins hommes, 250 médecins femmes de milieux hospitaliers, que ce soit public, privé ou semi-privé, et on les interroge essentiellement sur la discrimination et les violences sexistes et sexuelles. Au-delà des chiffres de 2023 qu'on connaît bien et qui ont été beaucoup publiés lors de l'hashtag MeTooHôpital, que je rappelle tout de même, 82% des femmes médecins qui se sont senties discriminées au cours de leur carrière et 78% qui ont subi des violences sexistes et sexuelles toujours au cours de leur carrière. Cette année, le baromètre 2024 a voulu ajouter deux notions nouvelles. La première, celle de la temporalité, puisque 39% des femmes médecins ont subi des violences sexistes et sexuelles sur les 12 derniers mois, ce qui permettra en fait un suivi plus efficient et de se dire que chaque année, le baromètre pourra publier, on espère bien, une amélioration de ce pourcentage. Et une deuxième notion qui nous paraissait importante, celle de la grossesse, puisque sur le baromètre 2024, près d'une femme médecin sur deux a décalé un projet grossesse en lien avec sa carrière. Alors à partir du constat, se déroulent les actions. Qu'est-ce qu'on vous propose pour 2025 ? On reprendra bien sûr le contact et les discussions avec nos tutelles, alors certaines tutelles un petit peu plus stables que d'autres. Je pense qu'il est important de parler de notre partenariat avec la DGOS qui nous soutient beaucoup, les sociétés savantes, le Centre national de gestion, la Fédération hospitalière de France, les conseils de certains ordres et certaines conférences également. On a beaucoup travaillé avec le ministère de la Santé, le ministère de la Fonction publique et le ministère de l'Égalité. Je pense que quelles que soient les crises, ces discussions seront reprises et les travaux poursuivis. Il est bien évident que la campagne de signature partout en France sera poursuivie. On était fiers de pouvoir annoncer il y a quelques mois qu'on a signé avec près de 100 établissements. Alors, près de 100 établissements moraux, je pense à la PHP qui en regroupe plus d'une trentaine, alors on va dire que c'est bien plus finalement. C'est important, je pense, de travailler à la fois avec les tutelles, avec les sociétés, mais c'est aussi bien de faire bouger les lignes par les gens de terrain que vous êtes et que nous sommes, parce que finalement, plutôt que d'être spectateurs, c'est bien d'être acteurs et de faire bouger nos hôpitaux, chacun à notre niveau. Il est prévu également de reprendre le programme d'ateliers webinaires qu'on avait initié en 2021-2022 sur des thèmes où en fait on peut partager les difficultés et surtout les projets de certains de nous. Je pense que pour pouvoir agir, c'est bien de servir de ce qui existe déjà et que finalement on n'est pas tous obligés de réinventer des choses, que
le partage est très important. Sur les projets nouveaux, je laisserai probablement ceux-ci se dévoiler pendant les différentes tables rondes, mais je voudrais quand même vous parler du mentorat que Sophie Barre porte à bout de bras avec une équipe autour d'elle. C'est quelque chose qu'on connaît peu dans la fonction publique hospitalière et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout quand on est femme médecin. Et on vous expliquera un petit peu tout le déroulé et les difficultés qu'on a rencontrées pour montrer aux femmes médecins que finalement c'est quelque chose qu'elles peuvent faire et que finalement rien ne devrait les arrêter. Donc c'est un projet nouveau qu'on espère faire sur plusieurs saisons. La première saison va être lancée ce soir et l'idée, c'est de faire de multiples saisons et qu'il y ait une certaine sororité qui s'installe parmi les femmes médecins. Un autre projet, plus porté par Géraldine et puis par Elsa et tout un groupe de référentes régionaux, c'est les after-work sur des thèmes. Et je dirais que c'est toujours un peu sur la même méthode de pouvoir partager, de pouvoir finalement échanger et chacun aider les autres. Je n'ai pas vu Sarah Tic, mais dans notre formation de mentor, on s'est découvert une possibilité, c'est le groupe de parole, un peu comme les directeurs d'entre nous qui ont plus l'habitude des ateliers de co-développement, se dire que ça peut être aussi quelque chose qui peut aider à progresser. Et une autre question qu'on se pose, on en a encore parlé hier soir en bureau, c'est ouvrir la branche paramédicale, donner des ailes à la branche paramédicale, alors pas qu'elle ait été fermée. Chacun de nous travaille avec des paramédicaux dans son établissement. Pour l'instant, j'ai l'impression, pour avoir discuté avec certaines d'entre vous, que c'est un petit peu difficile de se dire ça nous concerne aussi et on y va. Alors, je ne sais pas si c'est encore plus d'appréhension que celle que nous, on a subie au début. Disons qu'on dit souvent que donner des ailes, c'est un groupe de médecins et de directeurs. J'ai beaucoup de plaisir de dire qu'il n'y a pas de fossé. Et quand je pense à notre déjeuner de bureau ce midi, je me dis vraiment que médecin ou directeur, on se fiche bien du statut et c'est quelque chose qui est quand même pas facile à dépasser dans nos établissements. En tout cas, nous, on a largement réussi à le dépasser dans le bureau. Je pense qu'on a largement conscience de tout ce que les directeurs font de bien pour nous. Je pense qu'on devrait en avoir conscience dans nos établissements parce que on dit souvent que sans les soignants, les hôpitaux ne tourneraient pas. Je crois aussi que sans les directeurs et tous les administratifs qui les entourent, finalement, on n'avancerait pas. Donc, je suis assez fière de dire que donner des ailes a largement dépassé ce fossé qui existe encore trop souvent. Et je pense qu'il est important qu'on intègre avec nous les paramédicaux. Alors pour ça, on a besoin de paramédicaux volontaires parce que c'est difficile de porter une cause quand ce n'est pas directement la nôtre et je pense que ça pourrait peut-être être mal perçu. Donc c'est aussi un appel à candidature et volontariat pour porter cette branche qui me semble indispensable d'en donner des ailes. Je remercie vous toutes et tous d'être présents. Aujourd'hui, j'avais un petit peu peur que l'amphi soit trop grand pour nous accueillir et qu'en fait, on soit deux rangées et que l'amphi soit vide et qu'en fait, on fasse presque de la peine. Finalement, on ne fait pas de peine. On peut être fiers de nous par la présence nombreuse ici de toutes les personnes. Je voudrais également remercier les personnes qui sont connectées et je pense à Elsa Mana. Tout à l'heure, je vous présenterai les membres du bureau. C'est vrai qu'elle est à distance. Et remercier aussi Brigitte Grézy qui aurait dû être présente et qui, pour des raisons personnelles, ne peut pas être présente, mais qui est à nos côtés depuis le début de l'aventure. Donc, merci à toutes et à tous. Et je laisse la parole à Madame Buffet qui nous accueille. Bonjour à toutes et à tous. C'est un très très grand plaisir, un très grand honneur d'être présente parmi vous aujourd'hui. Je suis Laetitia Buffet, je suis l'adjointe de Nicolas Revel, qui est le directeur général de la PHP. Et je suis très heureuse de vous souhaiter en son nom très chaleureusement la bienvenue à la PHP et particulièrement à l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc je salue aussi la communauté dont je sais qu'elle est présente. Alors, Nicolas Revel me demande assez souvent de le représenter parce qu'il a un agenda assez compliqué, mais comme je le disais à Marie-France Oliéric tout à l'heure, je dois dire que j'étais particulièrement heureuse de pouvoir le représenter aujourd'hui.
déjà par la qualité de l'auditoire, son nombre que je pressentais, mais surtout parce que, évidemment, les sujets, les axes de travail que vous allez avoir à traiter cet après-midi, bon, déjà, trouvent un écho particulier chez moi pour plein de raisons, et puis entrent directement en résonance, évidemment, avec l'actualité qui est portée par la Direction générale de la PHP. Alors, évidemment, je parle un peu au nom de la PHP aujourd'hui, mais je pense que les quelques données pas trop longues, je vous promets, que je vais essayer de dessiner rapidement, sont assez représentatives plus globalement de ce qui se passe dans le monde hospitalier. Et sans vouloir être trop longue, je voudrais aujourd'hui planter un peu le décor avec quelques grands constats sur ce qui se passe à l'AP sur le sujet de l'égalité professionnelle. Donc, c'est des constats sur lesquels on assoit notre action, et puis sur les grandes orientations qu'on s'est données collectivement, en essayant d'être assez transparente sur ce qui marche pas, voilà, là où on a avancé, là où on est au milieu du gué, pour être honnête dans ma présentation. Donc déjà, on a, nous aussi, mené un baromètre interne. Alors, c'est tout simplement dans le cadre du baromètre social de la PHP qu'on a ressuscité après plusieurs années au cours desquelles il n'existait plus. On l'a ressuscité en septembre-octobre 2023. Et à partir de maintenant, il a vocation à être adressé annuellement au sein de ce baromètre. On a un item qui porte sur l'égalité professionnelle et qui va nous permettre de prendre la température année après année. On savait bien que la première année, les résultats obtenus allaient être au mieux mi-figue, mi-raisin, mais l'objectif, c'est évidemment de mesurer une progression ou une dégradation et de pouvoir agir en conséquence. Alors je vous donne juste quelques chiffres, je ne vous assomme pas, il y en a 3 qui me semblent assez intéressants et qui sont à comparer avec les résultats de votre baromètre Ipsos, qui sont alors pas complètement alignés, mais évidemment on retrouve les grands constats. Donc déjà, on a posé la question aux femmes, est-ce que vous estimez avoir les mêmes possibilités de carrière et d'évolution que les hommes? Si on prend les résultats tout tapés, voilà, donc tout type de métier confondu, pas seulement les médecins, on a 38% des femmes qui estiment qu'elles n'ont pas les mêmes possibilités de carrière que les hommes. Fait intéressant, on a également 21% des hommes qui estiment qu'ils n'ont pas les mêmes possibilités de carrière que les femmes, ce qui ouvre un certain nombre de questions. Après, si on zoome sur la population médicale, on a c'est des chiffres qui sont plus importants, puisqu'on a 46% des femmes médecins qui considèrent qu'elles n'ont pas les mêmes possibilités de carrière que les hommes, et on a 24% des hommes médecins qui considèrent qu'ils n'ont pas les mêmes possibilités de carrière que les femmes. Voilà, c'est intéressant de voir qu'on a quand même un nombre non négligeable de médecins, puisque 1 sur 4 médecins hommes considèrent qu'ils n'ont pas les mêmes possibilités de carrière que les femmes. Alors, donc ça, c'est la question posée de manière générale. Est-ce que vous considérez que vous avez les mêmes possibilités de carrière? Mais quelque part, c'est un peu abstrait. Après, on zoome et on leur demande très, très concrètement. Est-ce que vous considérez que vous avez été freiné dans votre carrière, à titre personnel? Et là, on a une femme sur 4, 25% des femmes, médecins, pardon, je fais un zoom direct, qui considèrent qu'elles ont été freinées dans leur carrière. Et on a 4% des hommes qui considèrent que du fait d'être un homme, ils ont été freinés dans leur carrière. Bon. Donc 25% des femmes considèrent que du fait d'être une femme, elles ont été freinées dans leur carrière. Si on regarde la conciliation vie privée, vie professionnelle, on se rend compte, et là c'est plutôt des résultats qui m'ont surprise positivement, je dois admettre, que femmes comme hommes, dans les mêmes proportions, considèrent à 75% qu'ils ont la possibilité de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle de manière satisfaisante. 75%. Moi, ça me paraissait vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça, donc je vous le partage un peu avec une note d'étonnement, mais, et c'est là que ça m'intéressait tout à fait d'entendre ce que vous disiez sur le baromètre, on n'a pas posé de questions spécifiques sur le moment de la grossesse. L'annonce de la grossesse, le suivi de la grossesse, le postpartum et les jeunes années de l'enfant. On n'a pas fait de zoom sur cette période-là, et voilà, ça, on a évidemment une question à se poser. Et puis enfin, et je m'arrête là sur les chiffres, dans le domaine des violences sexistes et sexuelles, alors là, c'est évidemment tout à fait édifiant. On a 40% des femmes et 38% des femmes médecins qui ont observé ou fait l'objet de comportements inappropriés à caractère sexiste et sexuel. 38% des femmes en règle générale, 40% des femmes médecins. Alors c'est pas exactement, c'est moins important, j'en ai conscience, que les résultats du baromètre Ipsos, mais évidemment ça nous interpelle extrêmement fortement en tant qu'employeur. Hein. C'est absolument gigantesque. Juste un mot sur le taux de participation à ce baromètre. On avait 22% de participation au niveau de l'AP. Ça n'a pas l'air énorme comme ça, et d'ailleurs notre ambition c'est de l'augmenter année après année. Mais néanmoins, ça veut quand même dire qu'on a eu 18 500 répondants, et la participation des médecins était plus importante que celle de la population générale, puisqu'on avait 40% des PH et des PU qui ont répondu.
Donc quand même, on peut considérer que c'est quand même assez représentatif. Et quand 40% des PH et des PU nous disent qu'à 40%, elles ont été victimes de comportements inappropriés à caractère sexiste et sexuel, ça ne peut que nous interpeller très fortement. Alors maintenant, quelques mots, à nouveau assez rapidement, sur ce qu'on fait. Je rebondis immédiatement sur le dernier point, qui est évidemment pas le point qui pousse à l'action le plus rapidement, c'est celui sur les VSS, sur les violences sexistes et sexuelles. Comme la loi nous y oblige, enfin le règlement nous y oblige, on a depuis 2021 une cellule de recueil des signalements sur les violences au travail dans toutes leurs dimensions, morales et sexistes et sexuelles, qui existe, qui a été restructurée en 2023 pour être en capacité d'accueillir ces signalements et puis d'y apporter la meilleure des réponses. Évidemment, l'objectif, c'était de pousser un peu au signalement parce que le dispositif n'était pas suffisamment connu. Donc, on a fait 2 années de suite une campagne de communication. Et là, je voudrais dire un mot parce que je trouve ça super intéressant. Je vois Alman Trian qui est dans la salle, qui était à la manœuvre pour la campagne et que je remercie. En fait, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on dit aux gens « signalez pour vous », ils ne signalent pas. Quand on dit aux gens « signalez pour que ça ne se reproduise pas pour les gens de votre équipe, pour les plus jeunes, pour ceux qui vous entourent », alors là, ils signalent. C'est quand même intéressant et je trouve plutôt une bonne nouvelle sur l'altruisme voilà, dont on fait preuve tous collectivement. Enfin, en tout cas, sur le ressort intime le plus efficace, quoi. C'est ça, c'est l'altruisme. Et là, on se rend compte qu'on a plus de signalements, mais honnêtement, on est quand même vraiment encore très, très, très loin du potentiel qu'on pourrait avoir. On avait extrêmement peu de signalements jusqu'à 2023, début des campagnes. Et là, l'année dernière, on a eu 113 signalements en tout et 8 sur des violences sexistes et sexuelles. C'est mieux que 0, mais 8 quand on a 40% des médecins qui se disent victimes de comportement. Je pense qu'on mesure encore le potentiel qu'on a. Après, je voudrais dire un mot directement des suites qu'on y apporte. Parce que, évidemment, ces systèmes de signalement, ça va marcher le jour où les gens vont comprendre qu'on ne signale pas pour rien. Donc, c'est une évidence. Donc là, la parole qu'on porte, c'est que ces signalements ont des suites. Ça ne reste pas lettre morte. Pour des comportements problématiques en règle générale, donc évidemment pas que sexistes et sexuels, vu qu'on a assez peu de signalements, mais en règle générale, juste pour vous donner une idée, on a 7 suspensions immédiates de PU qui ont été décidées à la PHP, ce qui n'est pas, si vous travaillez à l'hôpital, complètement évident. Mais on l'a assumé, on le pousse jusqu'au bout. Mais là, je voudrais quand même dire un mot, parce que je pense que c'est important comme élément de contexte, et notamment dans le cadre des actions de plaidoyer vis-à-vis des ministères concernés. On a aujourd'hui un risque assez important de voir s'installer quand même une forme de justice disciplinaire, en tout cas, à double vitesse, puisque autant j'assume le caractère un tout petit peu polémique de ce que je vais dire, mais autant dans la communauté paramédicale, quand on a une violence sexiste et sexuelle, la réponse, elle est vraiment très très claire. On a l'instrument disciplinaire à notre main, le conseil de discipline, on en a encore eu un hier. Voilà, c'est des blâmes quand c'est très très léger, et sinon c'est des mises à la retraite immédiate ou des révocations. Voilà, donc ça c'est clair. Autant pour les H et les HU, c'est une évidence, on n'a pas la main sur le disciplinaire, ça relève soit du CNG pour les H, soit de la juridiction disciplinaire des HU pour les HU. Et là, on se retrouve dans des situations dans lesquelles à la fois le délai de réponse et la réponse apportée ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on fait pour les paramédicaux. Voilà, je le dis. Poussons tous collectivement le message que cette juridiction disciplinaire doit impérativement prendre la mesure du sujet des violences sexistes et sexuelles et plus largement des sujets de responsabilité des PU au sein de l'hôpital. Évidemment, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on lance des enquêtes et qu'on a à débrouiller une situation, qui parfois sont des situations très compliquées, hein, quand on a des situations claires, un signalement avec évidemment un geste à caractère sexiste ou sexuel, voilà, là, on fait un article 40, c'est suspension, voilà, ça va vite. En revanche, on a beaucoup de situations dans lesquelles c'est flou, soit parce que les témoignages sont anciens, soit parce que les gens ne veulent pas témoigner. Soit, voilà. Dans ces cas-là, on lance une enquête. Et parfois, à l'issue de l'enquête, il y a encore une déception parce qu'on n'est encore pas capable de caractériser vraiment bien la situation. Et là, évidemment, c'est des frustrations qu'il faut réussir à gérer. Mais nous, il faut aussi qu'on tienne la ligne en interne de faire ce qu'on est capable de prouver. Et quand on n'est pas capable de le prouver, on n'est pas capable de le prouver. Voilà. Donc, ce n'est pas des sujets évidemment très simples. Ça nous renvoie à un sujet de dissuasion, en fait. C'est-à-dire que la vertu première de ces garde-fous qu'on pose, c'est de dissuader les comportements problématiques. Et alors là, ça nous renvoie à une vaste question. Qu'est-ce qui est de nature à dissuader les comportements problématiques ? Alors, il y en a qui réfléchissent à des chartes. La CME de la PHP a adopté une charte de comportement dans les blocs. Voilà, il y a plein d'axes différents les uns des autres. Il y a le sujet des fresques.
dans les salles de garde. Alors, c'est un sujet que je me garde d'évoquer fréquemment, parce que je sais que même au sein de ceux qui sont très mobilisés par l'égalité pro, il y a des lignes de fracture qui ne sont pas toujours complètement franches. Tout le monde n'a pas une opinion ultra tranchée sur le sujet des fraises de salle de garde. Je voudrais juste un mot pour vous commenter un tout petit peu quand même. Depuis qu'on a eu cette obligation qui nous a été faite par la DGOS, par le ministère, d'effacer les fresques à caractère pornographique, c'est-à-dire... bon, voilà, quantité non négligeable des murs et des plafonds. J'ai découvert que les plafonds également... Bon. On a été obligé de se mettre en ordre de bataille, évidemment. Et là, c'est super intéressant parce que nous, on avait 18 hôpitaux qui étaient concernés. Les autres ne l'étaient pas pour plein de raisons. Et au sein des 18 hôpitaux, on en a 14 qui sont déjà effacés. On en a 2 qui vont être effacés dans les semaines qui viennent. Et on en a 2 dans lesquels ça reste compliqué. Voilà, je ne les citerai pas, mais si vous vous baladez, peut-être un jour vous les trouverez. Ce qui est intéressant, c'est la ligne de fracture générationnelle. J'enfonce une porte ouverte, hein, c'est évident, mais en gros, là où les internes n'ont eu aucune difficulté à porter le sujet sans se faire de nœuds au cerveau, les seuls qui nous ont, pour lesquels ça a été compliqué, c'était les générations de médecins un peu plus seniors qui ne mettaient plus les pieds en salle de garde. Intéressant, parce que voilà. Mais bon, à nouveau, je sais que c'est un sujet qui est plus large. Voilà, donc je le jette en pâture en ayant conscience du fait qu'il est assez clivant. Donc ça, c'est le sujet des VSS, évidemment. Après, on a le sujet des postes à responsabilité. Alors, je vous donne juste quelques chiffres. C'est bon ? Ok, merci. Pardon. Sur l'accès aux postes de responsabilité. Donc, je vous donne juste quelques données pour la PHP. Dans les chefs de service, aujourd'hui, nous, on a 35% de femmes qui sont chefs de service. Et dans les directeurs médicaux de DMU, qui sont l'équivalent de nos pôles, on a 26% de femmes qui sont directeurs médicaux de DMU. Au regard des proportions, si on totalise tout ça, on a une femme sur 3 dans des postes à responsabilité, chef de service ou directeurs médicaux de DMU. Sachant, vous le savez, que la nouvelle loi sur les obligations de nomination équilibrée nous fixe comme obligation d'avoir 40% de femmes au 31 décembre 2026. Donc ça veut dire que nous, on a une marge de 7 points à franchir. Ça n'a pas l'air monstrueux, mais c'est très dur à franchir. Dans un contexte dans lequel on a beaucoup de renouvellements qui arrivent en 24 et 25, mais on a évidemment des renouvellements qui sont avec des jeux qui sont quand même joués, si ce n'est quelques mois à l'avance, du moins quelques années, voire quelques décennies. Et donc là, on a quand même, non mais c'est vrai, un vrai sujet de timing entre l'accompagnement, le coaching qui est absolument nécessaire et qui est d'autant plus nécessaire dans ce contexte. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans une situation dans laquelle je sais que je pourrais accéder à un poste de chef de service, mais à côté de moi, il y a un PU, un PH, mais qui est fléché depuis des années. Et qui, voilà, comment on fait concrètement dans ces situations ? C'est évidemment pas complètement simple et ça nécessite de mettre autour des personnes qui vont être candidates, et vous le savez évidemment mieux que moi, tout un dispositif de mentorat et de coaching de gens qui y sont arrivés pour essayer de comprendre comment est-ce que ça peut devenir possible. Et évidemment, là, l'action pour le mentorat de donner des ailes me semble absolument intégralement majeure et extrêmement intéressant. Il y a 2 derniers axes, et je vais vite pour finir. Il y a le sujet de la conciliation vie pro, vie perso. Alors là, c'est un sujet évidemment à double tranchant, parce que quand on le prend sous l'angle de l'égalité femmes-hommes, ce que ça veut dire, c'est que c'est un problème de femmes. Ce qui va évidemment à l'encontre du fait d'un partage complètement équilibré des responsabilités. Donc évidemment, il y a un problème de femmes, c'est le sujet de la grossesse. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que le système n'est pas complètement accueillant sur ces sujets-là. Pour les PNM, c'est simple, en réalité, elles sont arrêtées assez rapidement dans l'extrême majorité des cas. Pour les PM, ça n'est pas le cas. On a un sujet de remplacement, on a un sujet de comment je vis ma grossesse pendant la grossesse, et puis on a un sujet d'annonce. Et ça, ce moment de l'annonce et de comment réagit le chef quand je vais lui annoncer la grossesse est un moment clé sur lequel on veut absolument travailler. Parce que je pense qu'on peut toutes se dire, pour celles qui l'ont vécu, qu'on vit dans un système dans lequel, lorsque la personne en face de nous réagit bien, c'est une bonne surprise. Ça n'est pas la norme. Et on en ressort en se disant, il est vraiment super ce chef. Voilà. Alors que dans un monde normal, on devrait quand même pas tout à fait être dans cette situation. Et puis évidemment, on a le sujet de l'accompagnement des modes de garde, mais ça, à nouveau, il faut que ce soit un sujet de femme comme un sujet d'homme. On ne peut pas uniquement le traiter comme un sujet féminin. Et donc je finis par le dernier axe, qui est le sujet sur les écarts de rémunération. Alors ça, c'est le sujet évidemment qui est toujours le plus compliqué à prendre dans une fonction publique, parce que dans un monde dans lequel on vit avec des progressions indiciaires, on a toujours un peu de mal à comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir des écarts. La raison, c'est tout simplement les ruptures de carrière liées à la parentalité, donc ça nous renvoie au sujet précédent.
À la PHP, on a lancé une grande enquête avec le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, pour avoir sur la période 2009-2023 un peu de recul pour essayer de comprendre comment ont évolué les rémunérations des femmes sur tous les métiers différents. Donc ça prend quand même un peu de temps. Et sur cette base-là, moi à ce stade, j'y vois pas encore clair pour être vraiment très franche, parce qu'à partir du moment où on n'a pas l'instrument salarial, ça veut dire qu'il faut mettre en place des actions très structurelles pour éviter les ruptures de carrière liées à la parentalité, mais ça nous renvoie à des chantiers vraiment majeurs et pas complètement simples. Donc voilà, je voudrais conclure ce propos en vous remerciant beaucoup pour l'organisation de ce colloque, pour l'énergie que vous mettez dans ce sujet qui est majeur et qui, pour être franche, peut parfois être quand même un tout petit peu désespérant. Non mais, parce qu'une fois qu'on a partagé tous ces constats, qu'on a partagé les pistes d'action, parce qu'on voit bien lesquelles c'est, chacune des pistes d'action est une montagne en fait. Il n'y a rien de simple. Voilà. Et ça renvoie à chaque fois à du détricotage de tout un système. Voilà. Et donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que les actions dont on sait qu'elles ont une forte valeur ajoutée, le mentorat, le coaching, je pense aussi aux formations très concrètes sur le terrain qui permettent de déplacer le regard des personnes à qui on parle, qui sortent de la formation en se disant, je pense à la formation Remix, mais voilà, qui sortent, non mais c'est vrai, qui sortent de cette formation en se disant, ah, ok, j'ai compris quelques petites choses dans mon quotidien sur le regard que je porte sur les femmes dans une carrière médicale. Et en règle générale, ça peut peut-être nous donner un peu d'espoir collectivement, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, docteur. La continuité aujourd'hui n'est pas incarnée par qui que ce soit d'autre que par le terrain. Donc ça veut dire qu'il faut poursuivre l'effort, appuyer sur la pédale d'accélérateur, sans doute, mais d'abord poursuivre vraiment l'effort dans le temps, et puis espérer que la génération suivante étudiera des constats un petit peu différents de ceux que nous avons faits aujourd'hui. Merci à tous.